j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à l'achat de notre maison. Étant donné que nous avons eu beaucoup de démarches à faire et également des démarches à faire chez un notaire, je vous ai posé la question sur les réseaux, à savoir si vous aviez des interrogations par rapport à la protection des biens et des personnes, par exemple dans le cadre d'un achat. Et vous avez été super nombreux à me transmettre vos questions. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'y répondre en compagnie de Maître Prohaska, notaire à Villeurbanne. Maître, enchanté. Bonjour Laureline, très heureux d'être avec vous et notamment d'avoir l'occasion de m'exprimer sur ce thème de la protection qui me touche particulièrement puisque c'est le thème du congrès des notaires qui aura lieu au mois d'octobre, du 8 au 10 octobre prochain à Paris. D'accord, en plus, ça tombe très bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par la première question. Vous êtes prêts ? C'est parti. Quelles sont les démarches à faire pour protéger nos enfants s'il nous arrive quelque chose? Alors très rapidement, cette question-là peut en fait regrouper deux questions. Soit je veux protéger mes enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, c'est-à-dire je veux organiser les choses. Eh bien, la première question à laquelle il faut répondre, c'est que se passe-t-il si je ne fais rien? Est-ce que ce sont bien mes enfants qui héritent? De quoi ils héritent? Est-ce qu'ils vont payer de l'impôt? Et une fois que j'ai répondu à ces questions-là, eh bien, je vais voir s'il faut modifier les choses pour leur diminuer l'impôt de succession, pour répartir le patrimoine d'une façon ou d'une autre. Et il y a une autre question quand vous posez ce sujet de protéger mes enfants. Je peux entendre aussi protéger mes enfants qui sont mineurs, ils sont encore petits, et si je décède pendant leur minorité, eh bien, il va falloir que je prévoie quelque chose. En deux mots, les parents s'occupent de leurs enfants mineurs. Lorsque le premier est décédé, c'est le survivant qui s'en occupe. Mais si les deux parents sont décédés, on peut éviter de laisser au juge la désignation d'un tuteur et désigner soi-même dans un testament qui on choisit pour qu'il s'occupe de nos enfants tant qu'ils sont mineurs. C'est ce qu'on appelle la désignation d'un tuteur testamentaire et il faut le faire dans un testament chez le notaire. Donc très important, pensez au testament si on a ce genre d'interrogation pour pouvoir protéger ses enfants mineurs. C'est ça, exactement. Il y a d'autres mesures après pour organiser le patrimoine, pour éviter par exemple que des enfants se retrouvent au jour de leur majorité à la tête d'un patrimoine qu'ils pourraient être tentés de dilapider par manque de maturité peut-être ou de connaissance des choses. Donc là aussi, il y a d'autres organisations. Il faut en parler avec le notaire. Ça peut être un montage d'une société dans laquelle on va permettre le transfert de la propriété du bien, mais donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. On peut prévoir des démembrements de propriété, c'est-à-dire qu'on va laisser la nue propriété des choses à nos enfants, mais on va laisser l'usufruit pendant une période à d'autres personnes en se disant, ben voilà, s'ils sont trop jeunes pour gérer ce patrimoine en cas de décès, alors que mes enfants ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, eh bien à ce moment-là, on peut organiser plein de choses en parlant avec son notaire. Donc, ce qui est rassurant, c'est qu'il existe plein de solutions pour pouvoir parer à cette éventualité. Et oui, parce que en réalité, chaque situation est différente. Combien j'ai d'enfants? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'il y a des demi-frères, des demi-sœurs? Est-ce que j'ai des enfants qui sont encore petits? Quel est mon patrimoine? Quel type de biens j'ai dans mon patrimoine? Ça peut être des biens simples comme des biens immobiliers, mais ça peut être des entreprises. Donc il y a plein de mesures à prendre en fonction de la situation familiale, mais aussi en fonction du patrimoine. D'accord, entendu. Ça va rejoindre une question que j'ai vue pour un petit peu plus tard, justement. Je passe à la seconde question. Quels sont les tarifs et les démarches pour faire son testament et est-ce important lorsque l'on est propriétaire? Donc, on rejoint un petit peu la première question. Oui, alors effectivement, cette question est un petit peu en lien avec la première question. En réalité, la première chose à laquelle il faut s'attacher, c'est de savoir que se passe-t-il si je décède? Qui sont mes héritiers? Est-ce que ces héritiers-là vont avoir la totalité de mon patrimoine? C'est la première question. Donc déjà, pour que l'intérêt de se poser cette question existe, ben, il faut que j'ai quelque chose. Aller faire un testament quand j'ai rien, donc bien évidemment, dès lors que j'ai un patrimoine, je vais me poser la question de ce patrimoine à qui il va
Et si ça ne me convient pas, si je veux modifier ces choses-là, il va falloir que je fasse un testament. Il existe plusieurs formes de testament, mais classiquement, on va dire qu'il y a deux grandes catégories de testament. Il y a le testament holographe. Un testament holographe, c'est celui qui est écrit de la main de la personne. Pour être valable, il faut qu'il soit écrit de la main de la personne, donc rien à la machine, rien à l'ordinateur, il faut qu'il soit daté et signé. S'il respecte ces trois conditions, dans sa forme, il est valable. Mais après, il faut faire attention à ce qu'on a écrit dedans, pour éviter qu'on ait écrit des choses qui ne sont pas réalisables, ou des bêtises, ou des choses qui ne fonctionnent pas. Donc à ce moment-là, il va falloir consulter un notaire. Je trouve ça génial parce que je ne savais pas que le testament écrit à la main, comme on voit dans les films, eh bien, se fait toujours. Voilà. C'est exactement ça. Ça fonctionne comme ça. On peut avoir autre forme de testament. C'est le testament authentique. Et à ce moment-là, on va chez le notaire. C'est le notaire qui va le rédiger en présence de deux témoins ou en présence d'un autre notaire. Donc à ce moment-là, en fonction des circonstances, là aussi, on va choisir le testament le plus adapté. Ce que je vous conseille de faire, c'est bien évidemment d'écrire sur une feuille vos volontés et puis ensuite d'en parler au notaire pour que, il vérifie que les conditions de forme sont respectées, que votre testament sera valable, mais ensuite qu'il vérifie si ce que vous avez écrit va pouvoir fonctionner. Combien ça coûte? Enregistrer un testament holographe que vous avez écrit chez vous. Il y a un coût d'enregistrement, une taxe qui doit être entre 10 et 11 euros. Et après, bien évidemment, ça, vous allez en parler avec votre notaire, mais il va y avoir un coût de conseil, des honoraires de conseil qui vont dépendre en quelque sorte de la situation. Troisième question, comment se passe la transmission d'un bien dans une famille non mariée ni pacsée? Il faut savoir que les règles du Code civil prévoient bien évidemment qui sont les héritiers. Il y a des ordres et des degrés. On va dire d'abord, ce sont les enfants quand il n'y a pas d'enfants. Après, ce sont les pères et mères et les frères et sœurs. Après, ce sont les neveux et nièces. Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai des enfants? Si j'ai des enfants, ils seront les héritiers. Si je n'ai pas d'enfants, ce seront les frères et sœurs, les pères et mères, le cas échéant, les neveux et nièces. Et parallèlement, vient se greffer sur les droits des enfants, et uniquement des enfants, le conjoint quand on est marié. Ce qui veut dire que lorsqu'on n'est pas marié, donc lorsqu'on vit en union libre ou lorsqu'on vit en étant pacsé, on n'est pas héritier l'un de l'autre. Donc pour répondre à votre question, attention, je vis avec mon ami depuis même 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Si nous ne sommes pas mariés, il ou elle n'aura aucun droit dans ma succession. Il est donc essentiel de penser au testament, mais attention aussi au testament au profit de quelqu'un qui peut être fiscalement traité lourdement. Faire un testament au profit de quelqu'un avec qui on a conclu un Pacs est fiscalement intéressant parce qu'il ne paye pas d'impôts, comme le conjoint. Mais il faut faire le testament. Faire un testament au profit d'une personne avec qui je vis en union libre, bien sûr, il faut faire un testament pour que cette personne hérite, mais en plus, son impôt de succession sera très élevé, près de 60%. Donc, peut-être qu'il faut songer éventuellement à se marier ou se paxer? On va dire que fiscalement, ça a une incidence. D'accord. Ok, super. Quatrième question. Donc là, on est dans le cadre d'un achat d'une maison. Est-ce que s'il y a un souci dans la maison, il y a possibilité d'être remboursé? Donc, j'imagine d'annuler l'achat. C'est une question qui est très importante. Très importante parce que lorsque j'achète, je me pose cette question de savoir et si je découvre quelque chose. La première des obligations, je dirais, c'est l'obligation de curiosité. Ça n'est pas une obligation légale, c'est juste un conseil, une incitation. Pourquoi? La première chose, c'est que, premièrement, quand j'achète quelque chose d'ancien, je ne peux pas reprocher la vétusté. Je ne peux pas dire ce bien ne présente pas toutes les caractéristiques d'un bien neuf, bien évidemment, puisqu'il est ancien. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas reprocher au vendeur, qui n'est pas un professionnel, de ne pas me dire ce qu'il n'était pas capable de savoir. Et ça, c'est la différence entre le vendeur professionnel et le vendeur non professionnel. Ceci étant dit, la loi impose aux vendeurs, premièrement,
de communiquer les informations qu'il détient qui pourraient être importantes. Je vous vends mon appartement qui est au premier étage, je dois vous dire qu'au rez-de-chaussée, il y a une discothèque et que 4 fois par nuit, c'est l'enfer jusqu'à 2 heures du matin. Ce sont des informations qui pèsent sur le vendeur. Il doit dire ce qu'il sait qui serait important pour l'acquéreur. Bien évidemment, la difficulté, c'est ensuite de pouvoir le prouver, que le vendeur le savait ou ne le savait pas. Je vous donne un exemple, j'hérite d'un appartement, j'y ai jamais vécu, j'y suis jamais allé. Et je dis au notaire, on va revendre le bien, et moi, j'ai jamais fait attention au fait qu'il y avait une boîte de nuit en dessous. Donc, vous voyez, la plus grande prudence, c'est d'abord la curiosité. Aller vérifier dans quel état est l'appartement, est-ce qu'il y a des choses particulières, et avec le notaire, on va regarder ces choses-là. Maintenant, pour répondre très clairement à votre question, je découvre des choses anormales dont le vendeur éventuellement avait connaissance, mais qui me causent un préjudice. À ce moment-là, je peux, le cas échéant, demander l'annulation de la vente, mais il va falloir prouver que le vendeur le savait et qu'il ne me l'a pas dit. Il va falloir prouver que ça me cause un préjudice. Il va falloir prouver qu'il y a un lien entre tout ça. Donc, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Vraiment des choses très importantes où même des personnes extérieures se diraient « Ah oui, effectivement, non, là, c'est pas possible. » Voilà, alors je vais vous donner 2 exemples pour bien comprendre. Voilà, ça fait des années que je suis là, je reprends ce même cas, je sais qu'il y a une boîte de nuit qui cause des problèmes dans toute la copropriété, et là je me tais, alors qu'on en parle régulièrement, tout le monde le sait, et là-dessus j'ai fait silence. Ça, c'est, on va dire, le péché par omission. Mais la loi nous reproche ce péché par omission. Et puis, il y a la manipulation, la tromperie. J'ai une grosse fissure sur un mur porteur, et là, je mets une moquette ou une tapisserie pour maquiller tout ça. Ça, c'est véritablement du vice du consentement. J'ai trompé volontairement l'acquéreur. Encore une fois, si on peut éviter ce genre de choses en étant curieux, en allant regarder, en visitant correctement, ça évitera toutes sortes de déconvenues. D'accord, merci maître. Je passe à la 5e question, qui est toujours un petit peu dans le même esprit. Je viens d'acquérir un bien, je suis seule, sans enfant, qui paye si jamais je décède? Alors la première question, c'est je viens d'acheter, j'ai peut-être un prêt. Je pense que c'est induit. Alors, si j'ai un prêt, est-ce que j'ai une assurance? Et est-ce que je suis assuré à 100%? Et quelles sont les causes du décès? Enfin bref, admettons que puisque je pense que c'est la question, j'ai acheté ce bien, j'ai un prêt, qui va payer ce prêt? Eh bien, s'il y a une assurance, ben ce sera l'assurance. Et s'il n'y a pas d'assurance, eh bien ce sera l'héritier. Puisque la règle, quand on hérite, c'est qu'on prend l'actif, mais aussi le passif. Et s'il y a une dette, il va falloir la prendre en compte, puisque cette dette, il va falloir que je la paye. Ce qui veut dire que si j'ai une dette qui est plus importante que la valeur du bien, il va falloir que je réfléchisse avant d'accepter la succession. D'accord, parce que là, en l'occurrence, en étant seul sans enfant, qui hériterait de la dette? Alors, c'est une autre question. La première question, c'est qui va payer? Ben, ça va être mon héritier. La deuxième question, c'est qui est mon héritier? Bien, comme on le disait tout à l'heure, si je n'ai pas d'enfant, mes héritiers, dès lors que je n'ai pas fait de testament, après les enfants, eh bien, ça va être les frères et sœurs, les pères et mères, les neveux et nièces, les oncles et tantes, etc., la famille. Il y a des règles qui définissent des ordres privilégiés. Et donc, si je ne veux pas que ce soit eux mes héritiers, il va falloir que je change ça à travers un testament. Lorsqu'on achète un bien, faut-il faire une donation au dernier vivant? Là aussi, c'est une question qu'on retrouve assez fréquemment. Toutes vos questions sont vraiment des questions qu'on a au quotidien dans nos études. La donation au dernier vivant, c'est quelque chose que l'on fait au profit de son conjoint. Donc, il n'y a pas de lien direct entre un bien que j'achète et une donation au dernier vivant. Il y a un lien direct entre j'ai un patrimoine et je suis marié. Et c'est là que je vais devoir me poser la question sur mon patrimoine et pas uniquement sur le bien que je viens à l'acheter. Parce que j'ai pu hériter de biens, j'ai pu constituer un patrimoine. La question, c'est ce conjoint, que va-t-il recevoir?
Donc, si j'ai des enfants, si j'ai pas d'enfants, si j'ai de la famille ou pas, ça va dépendre. Eh bien, la donation entre époux, pour répondre très clairement à votre question, c'est lorsque j'ai des enfants, la donation entre époux permet à mon conjoint survivant d'avoir un peu plus que ce que la loi lui réserve et surtout d'avoir un choix, soit garder l'usufruit de mon patrimoine, soit prendre une partie en propriété, soit prendre une partie en propriété et garder un usufruit. Donc cette donation entre époux, elle va être liée au fait que je suis marié, que j'ai un conjoint. Et après, que je vienne d'acheter un appartement ou pas, dès lors que ce que j'ai, c'est un patrimoine. D'accord. Et dans le cadre de quelqu'un qui se poserait la question pour un bien immobilier, ça éviterait le souci que l'époux survivant se retrouve à devoir vendre la maison parce que les enfants souhaitent vendre la maison, par exemple? En général, cette question est un peu plus compliquée, mais en général, quand le survivant a l'usufruit de la maison, les enfants ne peuvent pas le forcer la vente. Ils ne peuvent pas le faire partir, ils ne peuvent pas imposer la vente. L'usufruit que l'on a sur le bien immobilier, sur la résidence principale, nous protège. Si cette question est arrivée, c'est que bien souvent, c'est au moment de l'achat du bien immobilier que finalement on en parle avec le notaire et qu'on se dit, tiens, voilà, je viens d'acheter un bien immobilier, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et le notaire peut dire, vous êtes marié, s'il arrive quelque chose à l'un de vous, cette donation entre époux va vous protéger parce qu'elle va vous permettre de rester dans les lieux, de garder le bien et de le mettre en location tout en conservant les loyers. C'est une bonne chose, mais attention, la donation au dernier vivant, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la donation au dernier vivant ne permet pas, ne veut pas dire que le survivant va garder le patrimoine. Ça veut dire qu'au dernier vivant, au survivant des deux, eh bien, il va lui revenir, on va dire, la jouissance, l'usufruit du patrimoine, et les enfants auront la nue propriété. Donc, le survivant ne se retrouve pas plein propriétaire, à être libre de pouvoir vendre, donner, louer. Il ne pourra pas parce qu'il y a des enfants qui, eux, ont la nue propriété. Si on veut changer ces règles-là, c'est dans le cadre d'un changement de régime matrimonial qu'on peut modifier. Ce sont quand même des choses assez complexes, d'où l'intérêt de toujours s'adresser à un notaire pour ce genre de questions. Absolument. Je poursuis. Combien de temps après la signature nous avons pour faire remonter les problèmes? Donc, j'imagine toujours dans le cadre d'un achat immobilier. Comme tout à l'heure, on va dire qu'il y a des délais qui sont prévus par la loi. La loi prévoit un délai de prescription qui est de 5 ans. Mais je dirais que ça n'est pas satisfaisant parce que comment vous allez faire au bout de 4 ans et demi pour dire le problème qu'il y a dans cet appartement, il existait au jour du décès. Il va falloir que je prouve que ce problème-là existait. Donc, la meilleure des choses, c'est encore une fois d'être curieux, de bien regarder et s'il y a un souci, le faire valoir en amont, avant même la signature. Et si on a raté et que la signature est intervenue, il faut pouvoir agir le plus vite possible. Sinon, il y a un délai de 5 ans qui, d'après la loi, est de 5 ans à compter du jour où j'ai découvert le problème, parce que cela aussi peut arriver. Un problème que je ne pouvais pas déceler, que j'ai découvert après, et qui fait que si j'avais su, eh bien, je n'aurais probablement pas acheté. Et à ce moment-là, j'ai un délai maximum de 5 ans. C'est ce qu'on appelle une prescription quinquennale. Toujours dans le même registre, du coup, avec la question suivante. Mes 3 enfants ont un bien en commun et si 2 veulent le vendre, comment fait-on? Le principe, c'est que la loi dit « nul n'est tenu de rester en indivision ». Donc l'indivision, ce n'est pas quelque chose de terrible. Parce qu'on se retrouve à plusieurs sur un même bien, on peut avoir des intérêts divergents. Il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut utiliser le bien, le troisième qui veut le louer, il y en a un qui veut faire des travaux, pas l'autre. Donc c'est un peu l'enfer. Et il arrive assez souvent que lorsqu'on est à plusieurs sur un bien, en indivision, il y en ait un ou deux qui veuillent mettre fin à cette indivision. Comme la loi dit que nul n'est tenu de rester en indivision, eh bien je vais pouvoir, par une procédure, demander à ce que le bien soit en quelque sorte mis en vente aux enchères au tribunal. Et vous comprenez que, un, ça coûte cher, et deux, il y a une incertitude
sur le prix qu'on va obtenir, puisque c'est une vente aux enchères. La loi a prévu une solution particulière, justement lorsqu'on est 2 sur 3, c'est-à-dire qu'on représente au moins les 2 tiers, et attention, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de pourcentage, de prorata, parce que si à 2, on ne représente que 25%, ça n'est pas satisfaisant. Admettons que 3 enfants, chacun est 1 tiers, il y en a 2 qui veulent vendre et pas le troisième. À ce moment-là, il y a une procédure, on fait une déclaration chez un notaire, une déclaration spéciale, le notaire en informe les autres, ou le troisième dans notre exemple, et ensuite, eh bien, soit cette personne s'oppose, soit dans un délai qui est de 3 mois, il ne dit rien, eh bien, à ce moment-là, on va saisir le juge sur la base de cette déclaration, de cette information qui a été faite et de l'expiration de ce délai, et le juge va pouvoir autoriser la vente. Ça veut dire que les 2 premiers ont trouvé un acheteur, c'est déjà la grande différence avec la vente aux enchères, puisqu'on a un prix qui est déterminé, et à ce moment-là, quand le troisième refuse, ils vont faire cette déclaration chez le notaire qui informe le troisième, et ensuite, s'il s'y oppose ou s'il garde silence pendant 3 mois, le juge pourra autoriser la vente. La difficulté, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'il y a un délai qui s'écoule entre le moment où on entame cette procédure et le moment où le juge va autoriser. Et parfois, l'acheteur, eh bien, entre-temps, il est reparti. C'est jamais simple quand on est à plusieurs comme ça. Et comme vous le disiez, surtout qu'on peut avoir des vies différentes, des envies différentes, un attachement avec le bien que l'autre ne va peut-être pas avoir, donc un qui va vouloir le garder, pas les autres. C'est vrai que ça doit être un petit peu compliqué. C'est compliqué, c'est vrai. Est-ce que les démarches avec un notaire vont vite ou est-ce que cela prend du temps? Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les notaires sont munis d'outils informatiques, tout ce qui est digital est très 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 présent chez les notaires. On signe avec une signature électronique, nos demandes sont faites en dématérialisé, la plupart des études sont presque en zéro papier. Mais quand on va chez un notaire, le temps que va prendre le dossier va dépendre de ce dossier. Est-ce que je suis dans une vente, dans une donation? Est-ce que je suis dans un partage? Est-ce que je suis dans un montage d'une société? Est-ce que je suis dans une transmission d'entreprise? Pourquoi je vous dis ça? Parce que premièrement, suivant le dossier, il y a des pièces administratives qu'il va falloir demander. Il y a parfois des notifications que l'on doit adresser à des collectivités qui peuvent être prioritaires. Une mairie, une métropole peut être prioritaire, par exemple, pour l'achat d'un appartement, prioritaire sur vous, l'acheteur, et la loi leur donne des délais pour répondre. Et on est obligé d'attendre l'expiration de ces délais. Par exemple, en matière de droit de préemption, la mairie dispose d'un délai de 2 mois pour dire si elle décide d'acheter ou pas. Donc on ne pourra pas aller plus vite que la musique. Il y a aussi bien souvent le délai de l'autorisation bancaire, avec un délai d'obtention de l'offre de prêt, puis un délai pendant lequel, une fois qu'on a reçu l'offre de prêt, on doit attendre, puisque la loi ne veut pas qu'on se jette dans les crédits du jour au lendemain. Donc tous ces délais, comme la faculté de rétractation aussi, tous ces délais sont imposés par la loi et on doit les respecter. Mais je dirais que si ça ne dépendait que de petites pièces administratives dont nous avons besoin pour un acte assez simple, on arrive à être très rapidement prêt. Et pour nous, c'est absolument pas intéressant de laisser traîner une signature dès lors que nous avons toutes les pièces, que nous avons tous les documents. Donc, si vous voyez que ça traîne, il faut consulter votre notaire parce que bien souvent, c'est parce qu'on attend encore un document hypothécaire, une réponse d'une administration sur un droit de préemption, parce qu'on est obligé d'attendre un délai de réflexion qui va être de 10 jours, un délai de loi Scrivener qui va être de 11 jours. Vous voyez, il y a plein de règles qui, en plus de ça, sont des règles obligatoires. On appelle ça des règles d'ordre public. Malheureusement, il y a certaines de ces règles auxquelles on ne peut pas renoncer. On ne peut pas dire non, je n'ai pas besoin de ces 10 jours de réflexion, je sais que je veux acheter. C'est pour ça qu'on dit généralement quand on veut acheter un bien qu'il faut compter au moins 3 mois. C'est ça, entre 2 et 3 mois, mais c'est à peu près les délais habituels, effectivement. Et après, effectivement, j'ai vécu le souci des pièces administratives qui mettent du temps à venir. Et ça, le notaire a beau envoyer des messages et demander où ça en est, quand ça n'avance pas ailleurs,
ça ne peut pas avancer chez le notaire, hein, tout simplement. C'est exactement ça. Et au-delà de l'obtention de ces pièces, il y a le fait que la loi, comme je vous le disais tout à l'heure, impose des délais incompressibles ou alors donne un délai à l'administration pour répondre. Et dès lors qu'elle n'a pas pu répondre avant, on est quand même obligé d'attendre l'expiration du délai. Nos enfants sont-ils redevables de nos dettes s'il nous arrive quelque chose? Le principe, si vous voulez, quand on est face à une succession, on peut l'accepter, c'est ce qui se passe en général. On peut renoncer à cette succession. En général, on le fait quand on se rend compte qu'il y a plus de dettes que d'actifs, ou alors faire ce que l'on appelle une acceptation à concurrence de l'actif net. Le principe de base, et ce qui se passe dans la quasi-totalité des cas, c'est l'acceptation pure et simple. C'est-à-dire que je prends l'actif et le passif. Donc je réponds à votre question, oui, mes enfants auront à payer mes dettes si elles ne sont pas couvertes par une assurance, je pense au prêt que nous avons évoqué tout à l'heure. Et donc en réalité, il va falloir qu'ils regardent quelle est la valeur du patrimoine transmis et ce que représentent les dettes. Et s'il y en a plus de dettes, eh bien peut-être qu'il faudra renoncer à la succession. Et dans les cas où on ne sait pas, il y a une incertitude, eh bien on a cette procédure qui est assez longue, qui est un peu complexe, d'acceptation à concurrence de l'actif net. Et là, le notaire peut vous guider dans le choix de la procédure compte tenu des circonstances. Mais oui, je prends l'actif, je prends le passif. Donc cette question doit être réglée par les parents. Si jamais je décède, est-ce que mes enfants vont devoir payer cette dette? Attention quand je fais un prêt sans être assuré. Attention quand je me porte caution. Je peux transmettre aussi cette obligation. Très important. Ah oui, pour la caution, vous voyez, je ne vais pas poser la question, mais effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est pareil. Bon, les assurances, très importantes aussi, hein, forcément, quand on veut penser. Essentiel. Essentiel. En tant que propriétaire, quelles sont mes obligations vis-à-vis de mon locataire si j'en ai un? En tant que propriétaire, dès lors que je mets mon bien en location, j'ai toute une série d'obligations. On va dire que les deux principales obligations, c'est d'abord de fournir des diagnostics de l'état de l'installation électrique, du gaz, s'il y a de l'amiante, s'il y a du plomb, etc., la performance énergétique. Je dois fournir ces informations. Si je ne fournis pas ces informations, eh bien à ce moment-là, je peux avoir des difficultés avec mon locataire, je vais revenir là-dessus. Mais la deuxième obligation, et ça, celle-ci est essentielle, il faut l'avoir à l'esprit, je dois fournir un logement décent, c'est-à-dire un logement avec une pièce de vie, avec de la lumière du jour suffisamment, avec des ouvertures, avec l'accès à l'eau potable à l'intérieur de l'appartement, avec des toilettes qui ne sont pas dans la pièce principale ni dans la cuisine, un appartement qui doit faire au moins 9 mètres carrés, qui doit faire au moins 20 mètres cubes, au moins 2 mètres 20 sous plafond. Et si je ne respecte pas les règles de décence, je n'ai pas de chauffage, je n'ai pas d'électricité, eh bien à ce moment-là, le locataire peut exiger la mise aux normes de l'appartement. Il peut même suspendre ses loyers, il peut agir contre le propriétaire. Un propriétaire peut être condamné à de la prison ou une amende s'il loue un bien qui ne respecte pas ces règles de décence. Et ces règles, elles sont prévues par deux dispositions, le Code civil et également les règlements sanitaires départementaux qui vont dire vous devez respecter des conditions minimum de décence qui sont celles-ci, celles-ci et celles-ci. Quand vous allez acheter, vous, le notaire va attirer votre attention en disant ce bien-là respecte les conditions de décence. Si vous voulez le mettre en location, à ce moment-là, bien évidemment, à ce titre-là, ce sera bon. D'accord. Donc, en fait, il faut seulement garder à l'esprit qu'à partir du moment où on fournit un logement qui est tout à fait correct et qui répond à toutes ces normes et qui, bien sûr, a de l'eau, de l'électricité, du chauffage, ce qu'on est censé trouver dans un logement normal, on n'a pas d'autres obligations, mis à part ce qui incombe aux propriétaires, j'imagine, c'est-à-dire les réparations. Mais là, c'est encore un autre domaine qui pourrait avoir à faire après en tant que propriétaire. Oui, ça, effectivement, c'est un autre domaine. Et j'arrive à la dernière question, il me semble. En tant que propriétaire, quels sont mes recours
pour expulser mon locataire s'il ne paye plus son loyer? Il faut savoir que c'est un parcours qui est long et compliqué. En résumé, je ne vais pas rentrer dans le détail. En résumé, on ne peut pas mettre quelqu'un dehors comme ça. Il y a bien sûr les périodes hivernales, ça on en entend parler régulièrement. Il faut d'abord que je constate que le bail est annulé. Donc, dans le bail, il y a en général des clauses d'annulation automatique. Si j'ai eu des arriérés, il y a un moment, il faut que je le fasse constater. Donc, je vais mettre en demeure le locataire de payer. À partir de ce moment-là, il a 2 mois. Et ça n'est qu'au bout de 2 mois que je vais pouvoir soit demander au tribunal l'annulation du bail, soit moi-même faire jouer la clause d'annulation automatique du bail. Bien évidemment, je dois prévenir le préfet. Le préfet doit être informé que je suis en train de mettre une procédure en place qui va aboutir à l'expulsion des gens. Mais en réalité, cette expulsion, elle est loin d'arriver aussi facilement que ça. Parce que la personne, le locataire, va pouvoir saisir une commission qui va pouvoir lui donner des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à un étalement pendant 3 ans. Et ça n'est que s'il n'y a pas eu de paiement qu'on va pouvoir constater à la fin de ce délai que le bail est devenu nul, qu'il est annulé plus exactement. Et c'est là qu'il faut demander une deuxième décision aux tribunaux, aux juges, pour qu'il autorise l'expulsion. Parce que j'ai eu d'abord l'annulation du bail et ensuite, il faut que j'obtienne l'autorisation d'expulser. Mais là aussi, le locataire peut obtenir des délais. Et au bout de ces délais, ce qui peuvent aller là aussi jusqu'à 3 ans, si le locataire ne part pas, eh bien, je vais le lui demander. Si c'est difficile, je vais établir un procès verbal avec un huissier et demander le recours à la force publique, étant précisé que si j'arrive pendant cette période hivernale, bien évidemment, ça ne pourra pas aboutir jusqu'à ce que cette période se termine. Donc, vous voyez, on peut se retrouver dans un parcours qui est très long, qui peut être de plusieurs années, avec des étalements, des échéanciers, des reports. C'est très compliqué. Nous sommes dans une société, et c'est important, qui protège les locataires parce qu'on ne veut pas que des gens vivent dans la rue, parce que celui qui n'a pas de toit ne peut pas exister dans notre société. Mais par contre, ce que l'on oublie trop souvent, c'est que le propriétaire peut lui-même se retrouver en difficulté. Parce que peut-être que ce loyer, c'était pour lui le moyen de partir en maison de retraite. Peut-être que ce loyer, c'était le moyen pour lui de vivre au quotidien. Donc, quelque part, il y a peut-être un équilibre. Protéger le locataire, c'est essentiel. Faire en sorte que personne ne se retrouve sans toit, se retrouve à la rue, c'est essentiel. Mais ne pas oublier le propriétaire. On comprend les deux parties en fait. On comprend le locataire qui peut avoir de gros soucis et comme vous le dites, on n'a pas envie de mettre dans la rue. On se met à la place du propriétaire effectivement qui peut du coup se retrouver à vivre les mêmes soucis un petit peu en décalé s'il n'a plus son loyer qui rentre. Est-ce que, et je terminerai là-dessus, est-ce qu'en tant que propriétaire qui voudrait donc louer un bien, le fait de passer peut-être par un organisme peut protéger un petit peu? Protéger, on peut avoir des assurances contre le défaut de paiement ou l'absence de locataire, qu'il faut payer. Mais peut-être que c'est un peu comme l'achat du bien immobilier. Il faut peut-être se pencher un peu sur la situation du locataire et éviter de prendre quelqu'un qui n'est pas quelqu'un à prendre, mais qui ne serait pas en capacité de faire face au coût, au montant de ce loyer. Donc, quelque part, qu'il y ait une adaptation. En tout cas, c'est comme toujours, il faut regarder avant de signer, que ce soit pour un achat, que ce soit pour un bail, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire. Il faut regarder ce que l'on est capable de faire et ce que la loi nous impose. Ce qui n'est pas toujours très évident, il faut l'avouer. C'est vrai. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces réponses. C'était un grand plaisir et je suis toujours à disposition. Merci, c'est très gentil. J'espère que pour toutes les personnes qui les ont posées ou même celles qui se posaient la question mais qui ne me l'avaient pas forcément transmise sur Insta, vous aurez eu des réponses qui vous ont déjà aidé un petit peu. Ce que je vous invite à faire, si vous avez d'autres questions, bien entendu,
c'est à vous rapprocher d'un notaire. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ça. Et bah, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!